cet homme ne peut pas rester au pouvoir ou encore c'est un boucher, les déclarations choc de Joe Biden à propos de Vladimir Poutine n'ont pas tardé à faire réagir. Le chef de la diplomatie américaine en Israël, le négociateur européen à Téhéran, intense activité diplomatique ce dimanche autour du nucléaire iranien. La perspective d'un accord semble se rapprocher. Le parti travailliste de Robert Abella donné vainqueur des élections législatives à Malte. L'opposition reconnaît sa défaite avant même les résultats définitifs. Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Voici l'une des déclarations choc de Joe Biden, qui a également comparé Vladimir Poutine à un boucher lors de son séjour en Pologne. Venu afficher son soutien aux pays membres de l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président américain a choisi la formule offensive. Et cela n'a pas tardé à faire réagir. À commencer par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a tenté d'éteindre l'incendie en marge d'une visite en Israël. Comme vous le savez et comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, nous n'avons pas de stratégie de changement de régime en Russie ou ailleurs. C'est toujours au peuple du pays en question de décider. Le Kremlin a aussi vite réagi. Ce n'est pas à Biden de décider, a déclaré son porte-parole Dmitri Peskov. Le président de la Russie est élu par les Russes. Ce discours et les passages qui concernent la Russie est stupéfiant, pour employer des termes polis. Emmanuel Macron a quant à lui mis en garde contre l'escalade verbale. D'abord être factuel et ensuite, en effet, tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Parce que que voulons-nous faire collectivement ? Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre et sans escalade. C'est ça l'objectif qui est le nôtre vous avez même depuis un mois. De son côté, Vladimir Poutine a félicité la garde nationale russe à l'occasion du 6e anniversaire de sa création, lors d'une allocution. Le président russe s'est spécialement adressé au personnel impliqué dans ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale au Donbass et en Ukraine. Bombardé, assiégé et en ruine, le chaos règne aujourd'hui à Mariupol. Depuis le début de l'invasion russe, plus de 2000 civils auraient été tués dans la ville. Certains cadavres resteraient dans la rue pendant plusieurs jours, d'autres sont enterrés dans ces tombes de fortune. Selon le président ukrainien, quelques 100 000 habitants seraient toujours bloqués dans ce port stratégique de la mer d'Azov. Les troupes russes progressent peu à peu autour de la ville. Les habitants, eux, tentent de survivre. Personne n'a aidé. Les appartements brûlés, nous avons demandé d'éteindre le feu. Personne ne l'a fait. Les habitants sont morts sous nos yeux. Il n'y a ni eau, ni nourriture. La mairie a évoqué pour la première fois le sombre bilan de la destruction du théâtre de la ville le 16 mars dernier. Environ 300 personnes seraient décédées. Si ce bilan est confirmé, ce serait le pire massacre de civils depuis le début de l'offensive russe. Mariupol est une ville stratégique pour Moscou puisqu'en la contrôlant, les forces armées confirment leur avancée dans le sud-est de l'Ukraine. Si la Russie s'empare de cette bande terrestre, elle deviendrait maître de la mer d'Azov. Dans les localités hongroises, à la frontière avec l'Ukraine, un mélange inédit de bénévoles a vu le jour. En plus des Hongrois d'ici et venus d'ailleurs, les volontaires arrivent de partout dans le monde. À la gare de Zaoni, par exemple, un groupe d'Israéliens œuvre entre 12 et 14 heures par jour afin d'aider les réfugiés. Nous avons acheté un billet, un aller simple, sans date de retour planifiée. Et nous sommes venus ici, à la frontière. Nous avons cherché une association, nous avons rencontré les locaux et leur avons demandé comment nous pouvions les aider. Ces derniers jours, de nombreuses personnes sont arrivées de zones de conflit complètement traumatisées. Alors les bénévoles ressentent une forte pression. Si je commence à vous raconter les histoires que j'ai entendues, je pense que je pourrais me mettre à pleurer. C'est très émouvant. Je n'ai jamais vu ni entendu des choses pareilles. À la gare de Zaoni, les horaires des trains ne sont pas fiables. Récemment, l'un d'entre eux a été retardé de 7 heures. C'est en partie pour cela que les volontaires sont sans arrêt sur le qui-vive. David et ses amis sont ici depuis une semaine. Ils ont réuni environ 7000 ours en peluche donnés par des Britanniques et les ont ramenés par bus jusqu'ici. À présent, ils distribuent ces lots de réconfort aux enfants qui débarquent en train. Voir les expressions sur les visages de ces enfants, c'est incroyable. On espère que le premier souvenir ici sera celui de quelqu'un habillé de manière ridicule qui vous sourit, un ourson dans les mains. C'est un peu d'amour, c'est un message qui dit « vous êtes en sécurité maintenant ». Des Néerlandais ainsi que des Autrichiens sont aussi sur place et ensemble, ils distribuent des crêpes.
La place devant la gare de Zaoni s'appelle la place de l'Europe, ce qui est approprié selon les gens ici. Car quand vous vous promenez, vous rencontrez des volontaires de différents pays d'Europe, tous ici pour aider les réfugiés ukrainiens. Le chef de la diplomatie américaine en visite en Israël a tenté ce dimanche de rassurer les dirigeants de l'État hébreu inquiets de la perspective d'un accord sur le nucléaire iranien. L'accord en question est en fait celui de 2015 qui encadrait le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions. Un texte vidé de sa substance depuis la volte-face de Donald Trump. Nous sommes tous les deux déterminés à ce que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire. Les États-Unis estiment qu'un retour à la pleine mise en œuvre du plan d'action global conjoint est le meilleur moyen de remettre le programme nucléaire iranien dans la boîte dans laquelle il se trouvait, mais dont il s'est échappé depuis que les États-Unis se sont retirés de cet accord. Ce qui bloque encore les discussions entre Iraniens et Occidentaux, c'est notamment la question des sanctions contre les gardiens de la révolution, bras idéologique du régime. Washington veut maintenir des sanctions contre eux, y compris en cas d'accord. Hors de question, répond Téhéran. Il faut comprendre que le corps des gardiens de la révolution islamique est une armée nationale. Et une armée ne peut pas être considérée comme un groupe terroriste. Ce n'est pas concevable, pas acceptable. C'est un point très important pour les Iraniens. De son côté, le coordinateur de l'Union européenne chargé de superviser les pourparlers sur le nucléaire iranien est arrivé ce dimanche à Téhéran. La conclusion d'un accord international avec l'Iran serait une question de jours, dit-on du côté de Bruxelles. C'était ce samedi dans les rues de Kaboul, en Afghanistan. Une vingtaine de femmes ont défilé pour réclamer la réouverture des écoles pour les filles. Les écoles secondaires avaient rouvert leurs portes aux filles mercredi dernier, mais à peine quelques heures après la rentrée, les talibans ont ordonné la fermeture de ces établissements, officiellement pour des raisons d'ordre pratique. Les talibans devraient rouvrir les écoles pour les filles, dit cet activiste. Les femmes représentent la moitié de la population et les talibans ne peuvent pas l'ignorer. On peut bien travailler côte à côte avec les hommes dans cette société. Plusieurs associations de défense des droits des femmes ont appelé à de nouvelles manifestations jusqu'à ce que les talibans reviennent sur leurs décisions et rouvrent les écoles. Dans leur combat, ces femmes ont reçu le soutien de Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix. Cette jeune femme milite pour l'éducation des filles. Elle l'a redit ce samedi lors d'un forum à Doha, au Qatar. Pourquoi cela leur arrive-t-il simplement parce que ce sont des filles ? Pourquoi ne peuvent-elles pas recevoir leur éducation ? Depuis leur retour au pouvoir en août dernier, les talibans ont imposé de nombreuses restrictions aux femmes. Leur façon de s'habiller est contrôlée, leurs déplacements sont limités, leur accès au travail est restreint. À Malte, les partisans du Parti travailliste au pouvoir commencent à fêter leur victoire aux élections législatives, la 3e consécutive. Sans surprise, et avant même l'annonce des résultats définitifs, le Premier ministre et leader des travaillistes, Robert Abela, a déclaré à la télévision maltaise que son parti avait remporté la majorité des voix. De son côté, le parti d'opposition de centre-droit, le Parti nationaliste, a reconnu sa défaite. Il s'agirait du premier mandat remporté dans les urnes pour Robert Abela, nommé chef du gouvernement après la démission début 2020 de Joseph Muscat, suite à des soupçons de corruption et au meurtre en 2017 de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia, qui avait secoué le pays. Alors que les jeunes électeurs âgés de 16 et 17 ans étaient pour la première fois autorisés à participer à une élection nationale, le taux de participation qui dépasse habituellement les 90% devrait cette fois-ci se situer autour de 85%. La Chine a annoncé avoir trouvé la 2e boîte noire du Boeing 737 qui s'est écrasée cette semaine dans les montagnes du sud du pays. L'avion effectuait un vol entre les villes chinoises de Kunming et Canton. Aucune des 132 personnes à bord n'a survécu. Après la découverte d'un premier enregistreur contenant les conversations dans le cockpit, les analystes vont désormais avoir accès aux données du vol, comme la vitesse, l'altitude et le cap suivi. Les monuments du monde entier se sont éteints samedi soir à l'occasion de l'événement Earth Hour, organisé chaque année au mois de mars par le WWF. Objectif, sensibiliser le public aux dangers du changement climatique. Pour cette 14e édition, la porte de Brandebourg à Berlin, mais aussi le Colisée de Rome et plusieurs monuments londoniens ont été plongés dans l'obscurité. Au total, près de 190 pays ont participé à l'événement. Émotion à Bogota après le décès du batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins. Le célèbre groupe de rock avait annoncé la terrible nouvelle vendredi soir à quelques heures d'un concert.
Selon les premières analyses toxicologiques, Taylor Hawkins avait consommé du cannabis, des opiacés et des antidépresseurs avant de mourir dans un hôtel de la capitale colombienne. Le batteur avait rejoint les Foo Fighters en 1997.